Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Michael Messa et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Loupi. Bonjour Christophe. Bonjour Michael. Alors Christophe est l'auteur jeunesse en fait depuis de nombreuses années et aujourd'hui il vient rien que pour nous partager sa propre expérience à l'occasion du passeport de l'auto-édition. Alors Christophe, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, donc je suis auteur jeunesse depuis pas mal d'années. J'ai commencé mes premiers ouvrages, c'était des albums chez Milan jeunesse. Et puis j'ai ensuite écrit des romans pour tous les âges, pour les ados, pour les jeunes lecteurs. Voilà, et donc depuis des années maintenant, je jongle d'un domaine à l'autre, passant de l'album au roman, et ainsi de suite. De me faire plaisir et puis de faire plaisir aux lecteurs en même temps. D'accord. Et c'est toujours dans dans la famille de la jeunesse, hein? Alors, tous les livres que j'ai écrits sont dans la jeunesse, pour la jeunesse. J'ai écrit un seul roman pour les adultes. Hein, c'est un thriller fantastique qui s'appelle L'Entestament. Voilà. Donc, mais sinon, ma vraie passion, c'est vraiment la littérature jeunesse. Parfait. Et donc, ça fait combien de temps exactement maintenant que vous êtes auteur dans l'édition jeunesse? Alors, auteur édité Édité, oui. depuis 1996. Ah oui. Voilà, sachant que j'avais traîné un petit peu mes bottes avant, mais de façon amateur. Bon, j'avais fait un petit peu de BD, j'avais fait voilà, quelques petites choses, mais voilà, qui n'avaient pas été éditées. D'accord. J'étais passé dans le journal Spirou en tant que jeune auteur-illustrateur quand j'avais 17-18 ans. Dans une rubrique qui était ouverte aux jeunes talents. Mais voilà, c'était des coups d'essai, on va dire. Voilà. Donc, on peut dire que maintenant, ça fait une vingtaine d'années, avec votre expérience antérieure, que vous écrivez dans l'édition jeunesse, à peu près. Voilà, j'écris des bouquins pour la jeunesse C'est cool, ça. et j'adore ça. Et donc maintenant, c'est vrai que maintenant je donne aussi des conseils aux auteurs qui débutent, puisque depuis maintenant 12 ans, je m'occupe d'un ouvrage qui s'appelle le Guide de l'édition jeunesse. C'est un gros pavé de 500 pages dans lequel il y a à la fois des conseils pour les jeunes auteurs et en même temps un annuaire de plus de 1500 entrées. Voilà, quelque chose dont je suis l'instigateur, puisque moi, quand j'ai démarré, j'aurais bien aimé avoir les conseils, les contacts, enfin tout ce qu'on a besoin, puisqu'on piétine un peu, on n'est pas dans le milieu, on ne sait pas trop comment faire, à quelle porte frapper, tout ça. Et lorsque j'ai débuté, je me suis dit, bon, le jour où j'arriverai à faire mon coup, à faire ma place dans l'édition jeunesse, je créerai un ouvrage, disons une sorte de couteau suisse, dans lequel il y aura tout de A à Z, à la fois des articles de fond pour conseiller sur le plan artistique, sur le plan juridique, sur le plan marketing, etc. Et en même temps, toute une base de données avec un annuaire où on va retrouver tous les éditeurs jeunesse. Il y en a plus de 300 en France et dans les pays francophones, hein. Les salons des livres, les sites internet, etc. etc. D'accord. Donc, à la fin de cette interview, on transmettra vos sites internet. Hein. Comme ça, si des personnes sont intéressées, peuvent directement aller voir Oui, votre site et puis éventuellement commander vos livres, votre livre. très bien, merci. Alors, donc j'imagine depuis quasiment ces 20 dernières années, vous avez dû rencontrer des difficultés. Hein. Et Ben, c'est surtout au départ qu'on ouais, rencontre des difficultés. j'imagine. Donc au départ, c'est vrai que moi je me mets à la place du jeune auteur qui arrive sur le marché, qui a écrit ses premiers manuscrits, et puis qui se dit, bon ben voilà, maintenant le manuscrit est écrit, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc voilà, il faut déjà trouver les bons éditeurs qui correspondent, disons, à la tranche d'âge pour laquelle on écrit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour les tranches d'âge, il y a ce qu'on appelle des calibrages de textes qui sont plus ou moins longs. C'est-à-dire que, je sais pas moi,
pour un texte pour les CP, par exemple, ça va tourner autour de, on va dire, 1500 pour les débuts de CP, jusqu'à peut-être 2000, 2500, 3000 pour les fins de CP. Alors, 3000 signes. Alors, on parle de signes. Alors, il faut que j'explique peut-être pour les gens qui ne connaissent pas. Un signe, ça correspond à une lettre ou à un espace. Voilà. Donc, maintenant, tous les logiciels de traitement de texte ont la fonction donc pour calculer, pour voir directement le nombre de signes qu'on a écrits dans notre texte. Et donc, voilà, donc il y a des calibrages à respecter comme ça. Alors, quand on n'est pas dans le milieu, c'est sûr qu'on ne connaît pas forcément les calibrages. Si on n'a pas le guide de l'édition jeunesse sous la main, c'est pas grave. On peut quand même prendre des bouquins, par exemple, en librairie. Dire voilà, ben en librairie, j'ai trouvé une collection chez Belin, par exemple, qui me plaît bien. Et je vais essayer de calculer, allez, à la louche, combien de signes il y a. Donc, ben, on prend les pages les unes après les autres, on calcule le nombre de signes sur la première ligne, on essaie de calculer à peu près le nombre de lignes dans la page, hein, puis on calcule à peu près en multipliant par le nombre de pages, etc. Et on voit à peu près le calibrage de la collection. Voilà. Ça, c'est des petites astuces qu'on donne pour essayer de tomber à peu près juste quand on écrit pour une collection qui nous plaît bien, par exemple. Ok, donc ici c'est vraiment un super conseil parce que, donc bon, mais de toute façon, tous ces conseils-là sont expliqués également dans le guide de jeunesse. Tout à fait. Donc au cas où, donc nos auditeurs peuvent le retrouver donc dans le guide jeunesse ou alors s'inspirer des livres qui sont déjà présents en librairie, comme il l'explique, oui. et observer tout simplement. Voilà, voilà. Et c'est valable aussi pour les romans ados ou Oui. qui font des vrais pavés, hein. C'est-à-dire il y a 200 pages, on sait que sur la première ligne, bon, il y a 50 signes, combien il y a de lignes par page, bon, il y en a tant, on fait une multiplication par le nombre de pages ensuite, et on trouve à peu près le nombre de signes. Pour les ados, ça tourne on va dire, en grosso modo, entre 150 000 jusqu'à 300 000 signes. Hein. Et en termes de pages, ça représente environ... Alors ça dépend, puisque les mises en page sont différentes d'un éditeur à l'autre. Ouais. Il y a des éditeurs qui préfèrent mettre des lettrages un peu plus gros et puis d'autres un peu plus fins. Donc après, ça dépend du lettrage qui est utilisé par l'éditeur. En gros, ça fait entre, on va dire, 180, 200 pages jusqu'à 350, 400 pages à peu près. Ouais. Oui, ça fait des bons pavés, en tout cas. Oui, ça fait des bons romans. Hein. Et donc, quelles difficultés avez-vous dû surmonter en fait au début de votre carrière? C'était déjà trouver les bons éditeurs, ceux qui vont correspondre aux choses que j'avais écrites. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pas évident puisque si on écrit des textes d'albums, ça sert à rien d'envoyer ça à un éditeur qui ne fait que des romans, par exemple. Ouais. Vous voyez, et vice versa. Donc ça, là c'est pareil dans le guide de l'édition jeunesse. Pour chaque éditeur, donc on a les contacts, mais on a en même temps les livres qu'il fait. S'il fait de l'album, on le marque. S'il fait des romans ados, on le marque. S'il fait des contes, on le marque. De la poésie, on le marque. De la BD, etc., etc. Donc chaque éditeur a ses spécificités. Et donc ça c'est intéressant aussi de le savoir avant d'envoyer les manuscrits. Surtout qu'on les envoie par la poste. Donc ça coûte de l'argent en impression papier, donc en cartouche d'encre, ça coûte en timbre, en envoi. Donc voilà, faut essayer de cibler le mieux possible. Quoi. À ce niveau-là, c'est pas toujours facile quand on n'a pas les renseignements. D'accord. Bah oui, effectivement. Et avez-vous eu des difficultés à trouver à trouver les éditeurs qui voulaient vous éditer? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous parler de ma première expérience, puisque j'ai commencé par un album. J'avais écrit 3 petits albums, qui étaient des albums un peu concept, avec des formes, et j'avais envoyé ça à une vingtaine d'éditeurs à peu près, donc j'avais choisi les principaux éditeurs jeunesse en France, qui font de l'album, et sur la vingtaine...
auxquels j'avais envoyé mon projet, 19 m'ont répondu non. D'accord. Et le 20e, donc qui était les éditions Milan, j'ai reçu un courrier de la directrice de collection de l'époque qui me dit écoutez, je crois dans ce produit-là, dans votre truc. Le problème, c'est que je me heurte un petit peu moi, à ma direction. Enfin, ils avaient fait un comité de rédaction, un comité de lecture, et donc ces patrons n'étaient pas très très chauds. Ils ne voyaient pas non plus le truc vendeur dans le produit. Et donc elle a défendu mon projet bec et ongle, et à tel point que son patron lui a dit écoute, tu le prends sous ta coupe, mais t'as pas intérêt à te planter. Voilà, donc elle a pris ça sous sa coupe, elle a pris ça sous sa responsabilité, elle a décidé donc d'éditer donc ces petits albums, c'était la petite boule blanche, c'est le premier album que j'ai fait. Et puis on en a vendu plus de 100 000 exemplaires en 10 ans. Voilà, ça a été un véritable succès de librairie. Et comme quoi, voilà, c'est pour dire qu'on peut faire des choses qui sont bien. J'aurais pu avoir 20 réponses négatives. C'est pas pour ça que le produit était mauvais. La preuve, puisque ça s'est très très bien vendu. Vous voyez, donc ça, je dis ça, c'est surtout pour encourager les gens qui débutent. Ne baissez pas les bras quand vous avez des réponses négatives. Ça ne veut pas vouloir dire forcément que votre livre est mauvais. Ça peut aussi vouloir dire que voilà, personne n'a su trouver vraiment la richesse de ce que vous proposez, quoi. Oui, parce que 100 000 exemplaires en 10 ans, c'est un best-seller, on peut appeler ça. Alors, je ne sais pas si c'est dans la... Tout à fait. C'est dans ce sont des albums qu'on trouve dans toutes les écoles maternelles. Voilà, moi je circule pas mal, je suis invité sur les salons du livre à droite et à gauche. Et donc dans les écoles, je vois un petit peu partout ces albums, oui, sont demandés. On a arrêté la collaboration avec Milan en 2006, pour vous dire que ces albums étaient très demandés, puisque je continuais à recevoir des mails d'inscrits ou de particuliers qui cherchaient la petite boule blanche partout et qui ne la trouvaient pas forcément, elle n'était plus éditée. Et donc, du coup, les éditions Belin sont venues me chercher en me disant « mais nous, on aimerait bien rééditer les albums de la petite boule blanche ». Et donc, ils ont eu une deuxième vie. Donc, à partir de 2010, ils ont été réédités par les éditions Belin. Et donc, ils sont toujours réédités et on le trouve toujours maintenant. Voilà. Donc, et là, je vous dis, bon, cette histoire, elle est flagrante au niveau de ce que je vous explique, c'est-à-dire que voilà, sur une vingtaine, il y en a 19 qui m'ont dit non, il y en a un qui m'a dit oui. Il y en a un qui a eu le nez creux, quoi. Voilà. Et qui a eu le courage de vous éditer. Et qui a eu le courage, parce que voilà, c'était quelque chose, un album assez conceptuel, qui sortait des sentiers battus, et donc voilà, c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui a fait connaître aussi les éditions du Rouergue. Ils se sont lancés dans des bouquins un petit peu hors normes, on va dire, des choses, des façons de raconter aux enfants complètement différentes de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, et les éditions du Rouergue sont devenues justement très connues à partir de ces productions-là. Donc voilà, il y a des éditeurs qui sont un petit peu conventionnels, on va dire, qui restent un petit peu dans ce qui se fait, et puis il y en a certains à droite et à gauche qui prennent des risques, qui sont encore à la recherche de choses un peu originales. Donc voilà, quand on est auteur, il faut aussi faire parler sa sensibilité, sa créativité, et ne pas avoir peur d'envoyer tout ce qu'on fait à droite et à gauche. Super tout ça, dites-moi, c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante. Et il y a une question qui me vient, qui n'était pas du tout prévue. Je veux savoir si vous utilisez des pseudonymes ou vous utilisez également uniquement votre nom, votre nom. Alors oui, j'utilise un pseudonyme. Alors en fait, ça s'est fait bizarrement. J'ai commencé à écrire sous mon vrai nom, donc Christophe Loupi. Et puis, lorsque j'ai écrit mes premiers romans pour ados,
C'était des romans fantastiques aux éditions Magnard. Et je me suis dit, tiens, pour m'amuser, je vais prendre un pseudo un peu fantastique. Et j'avais choisi, donc j'avais récupéré deux racines grecques, méta et anthropo. Je les avais associées ensemble et ça avait donné métanthropo. Et j'avais signé ces romans-là, métanthropo. Et puis, mais bon, dans mon esprit, c'était juste pour cette série qui démarrait. Et puis, voilà, pour m'amuser, quoi. Et puis, l'année suivante, sur un salon du livre, je rencontre la directrice de collection de chez Flammarion. Il me dit, Christophe, on est en train de lancer une collection qui parle de cheval, d'équitation, avec c'est des romans un peu historiques puisqu'il fallait les situer dans des contextes historiques. Est-ce que ça vous intéresse d'écrire quelque chose pour nous? Bon, je dis oui, il n'y a pas de problème, je leur écris un premier roman. Et puis, donc on signe le contrat, et au moment de signer le contrat, elle me dit, vous voulez signer comment, Christophe Loupi ou Métanthropo? Je lui dis, bon, et elle me dit, je vous pose cette question parce que moi je préférerais que vous signiez Métanthropo, puisque comme vos premiers romans ados ont été signés Métanthropo et qu'on touche les ados, comme ça, voilà, on reste avec ce nom que les ados connaissent déjà, quoi. Ah, j'ai oui, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Et donc j'ai signé Métanthropo. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, ben, j'ai pas le choix, je me suis pris à mon propre piège. Et donc tous les romans qui vont jusqu'à 10 ans, 11 ans, quoi, je les signe sous mon vrai nom. Et tous les romans qui, à partir de 10 ans, les romans ados, bon, le roman que j'ai signé également pour les adultes, je les signe dorénavant Métanthropo. Voilà, donc c'est pour ça que sur la toile, on peut me trouver sous deux noms, à la fois Christophe Loupi et à la fois Métanthropo. Super. C'est vrai que c'est une question que je voulais vraiment vous poser et qui n'était pas auquel je viens d'y penser, parce que je trouvais que c'était très intéressant la façon avec laquelle vous avez fonctionné, quoi, en fait, hein, parce que il y a une partie avec votre vrai nom et puis l'autre partie avec un pseudo, suivant la tranche d'âge en fait du public que vous visez. Voilà. Et puis c'est vrai que tout ce qui se passe dans la création, il y a aussi les rencontres qui sont très très importantes. Les rencontres qu'on peut faire sur des salons du livre. On côtoie d'autres auteurs, on côtoie des illustrateurs, on côtoie des maisons d'édition, des directeurs de collection. Et donc c'est vrai que le plus dur, c'est de sortir des premiers livres. À partir du moment où l'auteur a sorti quelques premiers livres et qu'il commence à faire des salons du livre, là pour lui c'est beaucoup plus facile d'en écrire d'autres, puisqu'il est au contact de personnes qui sont déjà dans le milieu. Alors autour d'une table, quand on déjeune, on peut être à côté d'un autre auteur qui nous confie, tiens, en ce moment, moi, je travaille pour telle maison d'édition, ils ont lancé une nouvelle collection, et ils recherchent des manuscrits pour telle tranche d'âge, dans tel domaine, etc., etc. Vous voyez, on est dans le milieu et donc on a les infos en priorité. Ouais. Et donc ça, j'ai voulu aussi en faire profiter les lecteurs du guide de l'édition jeunesse, puisque à la fin de l'ouvrage, il y a des pages qui s'appellent les petites annonces des éditeurs. Et moi, tous les bruits de couloir que j'entends ou que je récupère auprès de mes collègues, je les rédige et je les mets à la fin de chaque ouvrage, parce qu'il est réactualisé chaque année. Donc chaque année, il y a des nouvelles petites annonces. Et les gens qui achètent le guide, ils ont cette source de travail et ils vont pouvoir se mettre le pied à l'étrier parce qu'ils savent que telle maison d'édition va rechercher pour une nouvelle collection tel genre de manuscrit, ou voilà, etc. Il y a aussi des annonces pour les illustrateurs qui, telle maison d'édition recherche des illustrateurs ou est ouverte pour recevoir des books d'illustrateurs, etc., etc. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, maintenant que je suis dans le milieu, j'essaye d'aider le mieux que je peux les auteurs en devenir, les gens qui sont qui cherchent à démarrer et qui sont dans la situation où moi je me suis trouvé au démarrage. Super. Et super, par contre, en sachant ça, les autres auteurs, ils vous disent encore des choses, parce que si après vous le révélez au grand public, ils veulent peut-être pas que vous le révélez, non? Comment vous faites Non, vous savez, dans le milieu de la littérature jeunesse, les gens sont décontractés. C'est comme dans le milieu de la BD, les gens sont très décontractés. Les gens, voilà, ils créent, ils connaissent leur potentiel. De toute façon, je vois pas pourquoi ils craindraient
qui que ce soit. Donc un auteur, à partir du moment où il a confiance dans son potentiel, il écrit, il se fait plaisir, il se fait éditer. Après, vous savez, les éditeurs reçoivent des milliers de manuscrits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ils en reçoivent tellement qu'ils ne prennent que les meilleurs. Hein. Donc voilà. Après, le tout, c'est d'essayer d'écrire le mieux possible pour être parmi ces meilleurs et d'être édité. Super, donc une expérience, une très belle expérience. Et comment avez-vous fait en fait pour faire connaître vos collections en fait, hein, les différents livres? Écoutez, alors ça, quand on est auteur dans une maison d'édition, on maîtrise pas grand-chose, puisque la chaîne du livre est ainsi faite que l'éditeur a son attaché de presse qui, lui, est chargé justement d'envoyer le bouquin à droite, à gauche, pour faire de la publicité, pour faire de la promotion, pour essayer de vendre l'ouvrage, de diffuser le livre à un maximum de librairies pour le faire connaître, etc., etc. Donc nous, en tant qu'auteur, on ne maîtrise pas grand-chose par rapport à notre livre. Alors, bien évidemment, on peut jouer sur les réseaux, hein, Facebook, LinkedIn, etc., pour essayer de diffuser l'info, dire voilà, j'ai sorti un nouveau bouquin, il s'appelle comme ça, faire circuler la couverture, etc., etc. Mais voilà, à notre niveau, auteur, nous, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. On peut pas faire grand-chose d'autre. D'accord, parce que vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais allé par exemple dans des magasins comme la Fnac ou d'autres, hein, ou d'autres librairies, pour aller signer ou pour aller présenter votre... Si, voilà. Si, les libraires nous contactent des fois pour signer en magasin quand il y a une sortie de livre intéressante. Voilà, oui, ça c'est... De même, on signe également sur les salons du livre. Hein, on va à la rencontre des gens. Mais ce ne sont pas ces actions-là qui font vendre le plus de bouquins. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment la grosse machine marketing, commerciale de la maison d'édition qui va amorcer la pompe, on va dire. Hein. Parfait. Donc pour vous, en fait, vous-même, vous n'êtes pas trop occupé de l'aspect marketing, c'est plutôt la maison d'édition qui l'a fait à votre place. Oui, tout à fait. Résumé. D'accord. Ouais. Et je dirais même que la taille de la maison d'édition n'est pas forcément gage de bonne promo. Hein. C'est-à-dire que on imagine parfois que plus la maison d'édition est grosse, plus on va avoir de promos derrière. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la promotion se fait sur les têtes d'affiche. Hein. C'est comme dans la littérature générale. C'est-à-dire qu'on est tellement nombreux au niveau des auteurs que ils vont, disons, donner une petite part de gâteau à chacun et puis peut-être promouvoir vraiment à 120% 3 ou 4 titres prioritaires. Ces 3 ou 4 titres, on ne fait pas forcément partie de ces 3 ou 4 titres en tant qu'auteur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que des fois, dans des maisons d'édition un petit peu plus petites, où il y a vraiment une politique d'auteur, ils sortent beaucoup moins de livres par an, et donc, s'ils en sortent 3 ou 4, et ben ces 3 ou 4-là, ils vont les appuyer de la même façon, avec toute leur énergie. L'année dernière, par exemple, au mois de janvier, j'ai sorti un album dans une petite maison d'édition qui est très jeune, qui démarre depuis 2 ans à peine, hein, qui s'appelle Marmaille et compagnie. Donc j'ai sorti au mois de fin janvier un album qui s'appelle Au secours, j'ai perdu mon slip, ou la véritable histoire de Tarzan. Donc pour les jeunes enfants. Et donc ils ont tellement bien manœuvré leur promo, ils ont vraiment arrosé partout au niveau du marketing et tout ça. J'ai même eu une page entière dans un magazine d'une grande surface. Je ne sais pas si on peut la citer parce que ça ferait de la publicité, mais quelque chose qui est diffusé à 25 000 exemplaires, qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Voilà. Et donc, et ils ont tellement fait la promo à fond que fin avril, ils étaient en rupture de stock sur le premier tirage. Oui, en 4 mois seulement. Il est sorti fin janvier il est sorti,
fin avril, il est en rupture de stock. Oui, en 3 mois. Et c'est une petite maison d'édition. Comme quoi, la taille ne signifie pas un gage de marketing. Voilà. 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 Donc, moi, c'est ce que je conseille aussi aux auteurs qui démarrent. Hein. Ne vous contentez pas des grosses maisons d'édition en se disant, voilà, ça sera mieux, ça sera ceci, ça sera cela. Essayez de viser aussi les petites maisons d'édition parce que certaines sont très dynamiques et font beaucoup de choses pour les auteurs. Et donc, il peut y avoir des bonnes surprises, finalement. Et il peut y avoir de très bonnes surprises à la clé, tout à fait. D'accord. Et donc, bon, on allait dire, la prochaine question était, quelle est la stratégie la plus efficace pour augmenter le succès de son livre en tant qu'auteur jeunesse? Il n'y a pas tellement de Ouais. succès. Alors ça dépend, c'est le succès une fois qu'il est édité ou le succès pour accrocher l'œil de l'éditeur qui va le Les lire deux. la première fois. On va dire les deux. Je vais être gourmand. Alors, pour accrocher l'œil de l'éditeur, déjà, bon, il y a des choses qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire des fautes d'orthographe, déjà. Ouais. Si l'éditeur commence à lire le manuscrit et qu'il y a 3 fautes par page, là déjà, bon, ça va finir à la poubelle vite fait. Ensuite, au niveau de la structuration de l'histoire, hein, c'est-à-dire que les éditeurs lisent beaucoup d'histoires qui sont très bien structurées, qui ont du rythme, qui ont des bonnes chutes, etc., etc. Donc là, à ce niveau-là, c'est pareil. Si c'est pas bien structuré, si on n'est pas un raconteur d'histoire dans l'âme, là, déjà, ça va être difficile. Et puis ensuite, il y a la présentation. C'est tout bête, mais bien aérer son texte, surtout si on fait des romans assez longs. Hein. Donc, ne pas hésiter à mettre un interligne de 1,5, voire 2, de mettre des marches à droite et à gauche pour que la personne qui lise puisse mettre des annotations en marge ou quoi, etc., etc. Donc ça c'est des conseils qui sont donnés aussi dans le groupe de l'édition jeunesse. Ça c'est, disons, je dirais pour avant. Hein. Oui. Et puis après, une fois que le livre est sorti, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'auteur va essayer de faire sa promo de son côté, mais bon, ça va plus passer par les réseaux sociaux qu'autre chose. Alors, si, bon, dédicacé dans les librairies, dans les salons de livres, mais voilà. Après, on est un petit peu dépendant de ce que fait la maison d'édition au niveau de la promo. Est-ce que vous conseillez également les écoles, parce que là on parlait d'écoles également, vous êtes invité dans... Donc est-ce que c'est un marché où vous pouvez y aller, quoi, du moins? Est-ce que... Ah oui, tout à fait. Quand on est invité sur un salon du livre jeunesse, en règle générale, le samedi, le dimanche, on est souvent pris pour faire les dédicaces sur le salon. Ouais. Et on nous invite aussi, donc souvent c'est avant le week-end, donc ça peut être le vendredi, ou le jeudi et le vendredi, ou parfois le mercredi, le jeudi et le vendredi, ça dépend des demandes. On est invité à venir dans les classes, dans les écoles, parce qu'il y a toute une organisation en amont d'un salon qui fait que les enseignants sont demandeurs pour faire intervenir des auteurs, des illustrateurs dans leur classe. Voilà. Donc là, oui, on va là aussi, à l'occasion des salons du livre, on va aussi à la rencontre de nos lecteurs dans les écoles. Ouais. Super. Et donc, on va arriver bientôt à la fin de cette interview vraiment enrichissante en termes de réponses que vous avez fournies pour les auditeurs. Et une chose que beaucoup de personnes se posent, beaucoup d'auteurs se posent, c'est combien de ventes, une estimation à peu près par rapport à votre expérience, peut réaliser un auteur qui débute, combien de ventes de livres en fait on peut espérer. Ouais. Et quand on débute. Alors, voilà. Là, ma réponse, je ne sais pas si elle va satisfaire les jeunes auteurs qui nous écoutent, parce que le succès d'un livre, c'est un mystère, un vrai mystère, et ça restera toujours un mystère. La création artistique, pourquoi ça fonctionne sur tel livre et pourquoi ça ne fonctionne pas sur tel autre, en tant qu'auteur, on va mettre toute son âme dans un bouquin, on va mettre la richesse de sa créativité dans un bouquin, puis ce bouquin-là, assez étonnamment, il ne va pas fonctionner autant qu'on l'aurait souhaité, il ne va pas faire limite un flop. Et puis à côté de ça, un bouquin qu'on aura écrit
en très peu de temps, d'un premier jet comme ça, et puis qu'on aura envoyé comme ça aux éditeurs en se disant bon bah s'il est pris tant mieux, ça sera un contrat, et puis sinon tant pis. Et ben ce bouquin-là, non seulement il est pris, puis en plus de ça, ça devient un best-seller, ça devient voilà, les ventes décollent et on ne sait pas pourquoi. Hein, le public a adhéré et ça a fonctionné. Donc je dirais, on peut très bien sortir son premier livre, et puis le premier livre ça peut être une très grosse vente, hein, pourquoi pas. C'est tout à fait dans le domaine du possible. Un peu comme votre exemple avec la première collection que vous avez sortie il y a quasiment 20 ans, quoi, en 96. Alors, c'est pas les bouquins qui ont le mieux marché pour moi. Moi, j'ai vraiment un best-seller, un petit album qui a fait le tour du monde, qui a été traduit dans une quinzaine de pays. Et donc, c'est ce qui est bien aussi quand on est traduit, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que la France est un tout petit territoire. Donc les tirages, c'est 5 000, 10 000, bon, quelquefois quand ça marche, ça peut être 10 ou 20 000 ou plus. Mais quand on a la chance d'être édité en langue anglaise, par exemple, on est donc édité à la fois aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, enfin tous les pays francophones, anglophones, et il y en a de nombreux. Alors là, on joue plus du tout dans la même cour. Ça, c'est par centaines de milliers d'exemplaires que ça se vend. Et là, donc là, ça devient vraiment un best-seller, quoi. Et ce petit album qui a été traduit sur toute la planète, à l'époque où il fonctionnait à plein tube, je gagnais 3 fois plus d'argent avec ce bouquin-là qu'avec une trentaine de bouquins édités en France. D'accord. Ok. Vous voyez ? D'accord, oui, je vois très bien. Pas le même du tout. Ouais, effectivement, parce qu'il était diffusé sur la planète en langue anglaise. Du coup, il y avait plus de... Bon, on va dire que même ceux qui n'avaient pas ce bouquin-là dans leur pays, avec la langue de leur pays, ils pouvaient même l'acheter en langue anglaise, quoi. Donc, en langue anglaise, en langue espagnole, donc l'espagnol est très lu aussi sur la planète. Voilà, en chinois également. Donc, c'est... Voilà, quand on a la chance d'avoir un bouquin qui est acheté à l'étranger et qui est traduit, c'est vrai que voilà, ça c'est un grand bonheur. Hein. Et combien d'exemplaires en avez-vous vendu sur la planète de ce bouquin? Alors là, j'ai pas fait le calcul. Je suis désolé. Non. Mais bon, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Ouais, c'est un joli chiffre quand même. C'est un joli chiffre. En combien de temps aujourd'hui vous continuez encore en vendre, mais oui, j'en vends encore. Bon, ça s'est un petit peu essoufflé puisque c'est plus une nouveauté, mais il continue à se vendre. Ouais. Et là, il va être réédité par la langue française n'était plus éditée jusqu'à présent. Elle va être rééditée là par un éditeur belge qui s'appelle Mijad. Et donc voilà, je suis très content. Parce que j'espère que voilà, ça va. Une nouvelle vie, voilà, une nouvelle vie. C'est super. Et avez-vous donc un dernier mot, une dernière astuce, un dernier conseil à révéler aux auditeurs? Bah écoutez, non, dernier conseil. Moi, ce que j'ai à leur dire, c'est que voilà, s'ils veulent vraiment se lancer dans l'édition jeunesse, moi je leur propose quelque chose. Ils peuvent lire gratuitement le guide de l'édition jeunesse. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire pour les auteurs. C'est-à-dire que le bouquin, il est vendu 30,50 €. C'est à la fois cher et à la fois peu cher par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Mais je me suis dit, bon, tout le monde n'a pas forcément 30,50 € à déverser. Donc, sur le site internet, quand on va sur le site internet, on peut aller faire une précommande, c'est-à-dire on précommande le guide, on le reçoit gratuitement chez soi. On a le temps de le potasser, de le lire, le photocopier si on a envie. Et puis, au bout d'une semaine, si on voit que, voilà, soit il ne nous intéresse pas, soit on n'a pas les moyens de le payer, eh ben, on le renvoie et voilà, et la personne ne nous doit rien. Donc, on fait ça, c'est vraiment pour aider les auteurs, dans tout ce qu'on a fait d'ailleurs jusqu'à présent, et tout ce que je fais jusqu'à présent, c'est pour aider les auteurs. Et tous les gens qui achètent le guide de l'édition jeunesse, ils ont la ligne téléphonique et l'email pour pouvoir me contacter si jamais il y a une petite question qui les taraude, qui veulent un petit conseil supplémentaire ou quoi. Ils
savent que je suis disponible et que je peux les aider, soit verbalement, soit par mail. Voilà. Donc voilà, moi je peux pas faire mieux. Je passe mon temps à aider les jeunes auteurs. Je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir parce que j'ai aussi des très bons retours de gens qui paraissent édités et qui, voilà, ça fait chaud au cœur, quoi. Bien sûr. Et donc, sur quel site internet on peut visiter, on peut commander ou précommander le guide de l'édition jeunesse, pardon. Oui, oui, tout à fait, en direct, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de passer par le libraire de quartier. On peut commander en direct, il n'y a pas de problème. Et c'est sur quel site? Est-ce que vous pouvez... Alors ça s'appelle tout simplement le guide de l'édition jeunesse.com. Voilà. Voilà, on attache tout, on enlève les apostrophes, les accents et on attache tout. Le guide de l'édition jeunesse.com. Voilà. Au pire des cas, on peut même taper dans Google le guide de l'édition jeunesse.com et tomber sur votre site. Ouais, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accordé quasiment 1 heure de votre temps. Bah, écoutez, c'est toujours un plaisir, hein, et puis j'espère que voilà, ça créera de beaux textes et de beaux projets. Voilà. Je le pense sincèrement, c'est vrai que parmi nos membres, nos auteurs, nos auditeurs, il y en a pas mal qui veulent se lancer dans écrire ou qui ont déjà écrit un livre pour les jeunes. Donc voilà, en espérant que cette interview, que toutes les réponses que je vais donner, permettront de les faire avancer encore un peu plus, quoi. Voilà. Très bien, bah écoutez, je leur souhaite à tous bon courage et puis bonne chance. Je vous remercie beaucoup, Christophe. À très bientôt. Je vous remercie, Mickaël. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.